Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Samedi 27 juillet, 10h30. Je salue mes prédécesseurs, Nicolas Stocker et Lara Stam, patron d'émission du Libre Journal de Géopolitique Profonde. J'ai vu qu'ils étaient avec notre ami Claude Janvier, auteur de l'excellentissime L'État profond français, enfin spécialiste de tout ce qui est État profond de BlackRock, etc. Un livre que je conseille d'acheter chez K Édition, un éditeur qui prend vraiment des risques. Donc je les salue. Merci à vous. Je suis vraiment très content justement de leur succéder. Je salue bien entendu la sublime et la magnifique Virginie qui est revenue après le bref passage de notre ami Arnaud. Elle est là. Elle sera là, je pense, tout l'été avec vous. Donc évidemment, je la salue. Et puis c'est elle qui prendra dorénavant les questions. On n'a plus de standardiste aujourd'hui. Donc voilà, elle prendra les questions. Les questions seulement par mail, s'il vous plaît. Seulement par mail et pas par téléphone. Personne ne sera là pour décrocher. Nous n'avons pas malheureusement de bénévoles aujourd'hui. Je crois que notre ami Patrice est à la Réunion, voilà. Il est au bord de la plage, il nous écoute, il a ses doigts de pied en éventail et je le salue. Alors Julie, je suis très content. Je reçois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et que je soutiens et que j'ai toujours soutenu et que je soutiendrai toujours parce que moi je soutiens toujours les gens qui font les choses et il y a tellement peu de gens qui font les choses malheureusement. Il y a tellement de gens qui ouvrent leur bouche, disent des choses, on va se rebeller et puis lorsque la main de l'État arrive, se couche et se taise. Tiens, je pense là, j'ai une petite pensée pour nos amis intermittents du spectacle qui ont dit oui, ils feront grève et puis l'État a parlé et puis non, ils n'ont pas fait grève, ils se sont tus. Ils auraient mieux fait de faire grève par rapport à la cérémonie d'hier soir. Donc la personne que j'ai à côté de moi, c'est notre ami, et je sais que vous l'aimez tous, capitaine Juvin Brunet. Comment ça va, mon capitaine ? Mike, merci pour cette invitation, et l'estime est réciproque, car vous avez été l'un des seuls dans la tempête à me soutenir quand j'étais mis au secret. Il existait les lettres de cachet jadis. Eh bien, sous Macron, on peut être mis au secret par des procédures qui sont des procédures très équivoques et on peut s'interroger sur leur nature. Moi, j'ai ma conviction ancrée que c'est une nature politique, tout ce qui se passe aujourd'hui en France, et notamment sur les initiatives qu'on avait prises il y a 2 ans, qui étaient des initiatives d'organisation et de tentatives de structuration du réseau, et cela passait nécessairement par le nerf de la guerre. Parce qu'on ne peut pas tenir d'action sur le moyen, sur long terme, si on ne pense pas en fait à pouvoir avoir les moyens financiers, logistiques, voire à terme industriels, pour tenir et nourrir tous les intervenants et tous les résistants qui, pour être debout, auront besoin de manger, de boire, de s'abriter, mais aussi d'avoir tous les moyens techniques leur permettant de porter leur action. Et très peu de personnes, et je le déplore, ont cette pensée de la nécessité de l'impératif logistique, l'impératif préparatoire et l'impératif financier qui sous-tend tout cela. Si nous ne reprenons pas certains outils qui ont été aujourd'hui, qui sont sous un contrôle hégémonique du camp d'en face, nous n'aurons aucune chance de reprendre l'initiative et, je l'espère un jour, de nous battre pour gagner. Parce qu'on ne se bat pas pour perdre. Bien sûr. Alors malheureusement en République, la République n'aime pas perdre ses monopoles. Alors elle laisse parfois parler comme ça, mais dès qu'il y a de l'action, ça, elle ne laisse plus. Oui, et la République sait combien elle peut être fragile. Beaucoup d'amis qui nous écouteront peut-être aujourd'hui ou dans d'autres jours en rediffusion me disent souvent, en parlant de la République, ils l'appellent la gueuse, et dit la gueuse gouverne très mal, mais par contre se défend très bien. Et ça, c'est une expression qui est consacrée dans nos milieux. Elle gouverne très mal, mais elle se défend très bien. Et donc, nous avons eu hier soir, et on en discutera, je pense, plus tard, le spectacle effarant, révoltant, de ce que peut produire de pire cette République qui n'a rien d'aristotélicienne. Nous sommes dans une République, je dois le dire, franc-maçonne,
donc diligentée et protégée par une franc-maçonnerie puissante qui est elle-même le chien de garde d'une oligarchie mondialiste qui est malheureusement, je le dis bien pour les auditeurs qui n'y croiraient pas encore, d'obédience et d'inspiration satanique. Et si vous ne comprenez pas cette eschatologie et cette spiritualité, cette anti-spiritualité qui est derrière toute cette oligarchie mondialiste, vous ne pourrez pas décrypter le spectacle sordide auquel nous avons assisté hier soir. Bah justement, parlons-en, parce que voilà, c'est l'actualité. Alors, faut dire les choses, hein. Techniquement, elle était de valeur. Techniquement, voilà, les moyens ont été mis en place. Je crois que c'est 500 millions d'euros. Hein. J'imaginais 500 millions d'euros. Allez, 3 ou 4 hôpitaux, c'est quand même bon, c'est quand même pas rien. Mais dans la symbolique, elle était mortelle. Mais c'est une catastrophe. Nous sommes dans l'anti-symbolique. Nos auditeurs, certains nombreux, disposent d'un socle religieux, d'un socle spirituel, nombreux de nos auditeurs. Mais beaucoup de personnes sont actuellement dans une forme de déréliction passive où ils ne se rendent plus compte en fait que tout autour de nous, il y a un fait religieux permanent. Mais un fait religieux qui est binaire. Soit on va vers quelque chose qui est positif, soit on va vers quelque chose qui est négatif. Et ça a toujours été consacré sur tous les frontispices des cathédrales. Nos existences étaient ballottées entre vice et vertu, entre le moins et le plus, entre la mort et la vie, entre la peur et la joie, entre la cupidité et le partage. Donc en fait, il n'y a que deux grandes polarités dans nos existences. Et hier soir, nous avons eu le spectacle de la polarité négative. Je vais rappeler à nos auditeurs tous les symboles, mais qui devraient nous révulser. Nous avions le veau d'or. Le veau d'or. Nous avions la personne qui trônait à la place de Jésus-Christ notre Seigneur, donc dans une sorte de scène revisitée, une femme, probablement dans le courant LGBTQI+, moins 0 alpha, qui portait une couronne très particulière. C'est la couronne qu'on retrouve en fait sur la Statue de la Liberté, qui a été conçue par Bartholdi, qui était lui-même franc-maçon. Et cette couronne est une couronne que l'on sait être luciférienne. Donc on avait le veau d'or, on avait la couronne luciférienne à la place de Jésus-Christ. Nous avions la 33e Olympiade. Le Christ a été crucifié à 33 ans. Nous avons encore derrière, sous la tour Eiffel, sous les jambes de la tour Eiffel, nous avons les ailes d'un ange déchu, un ange noir déchu. Et pour couronner le tout, nous avons encore sur la scène, mais ça devrait en fait nous faire à la fois bondir et nous terroriser, parce qu'ils sont en train de mettre en spectacle, en fait, ce qu'ils pourraient faire demain, ou ce qu'ils font peut-être déjà. Nous avons un cavalier de l'Apocalypse, le cavalier de la mort. Il y a 4 cavaliers principaux, 3 cavaliers porteurs de messages. Il y a toujours eu, et vous le savez, depuis 3 ans, j'ai défendu cet aspect, et d'autres en parlent beaucoup mieux que moi, Pierre Hillard et d'autres que je salue. Vous avez les cavaliers qui sont des porteurs de messages. Celui qui est juché sur le cavalier porte le message. Nous avons eu le cavalier de la maladie, et elle s'est abattue sur nous. Nous aurons le cavalier de la famine, et ils sont en train de la préparer, j'en suis sûr. Et hier soir, nous avons eu le cavalier de la mort, de la guerre. Le cavalier de la mort est lié à la guerre. Donc ils sont en train de mettre en spectacle tout leur agenda, sous vos yeux ébahis. Et tout le monde regarde ailleurs. C'est vrai. Mais c'est fou toute cette symbolique. Mais comment vous l'expliquez que là, ils ne se cachent pas de ce qu'ils font, ils le montrent. Ils sont dans un délire, devrais-je dire, hubristique. C'est leur hubris, mais au plus haut niveau, parce qu'ils savent en fait qu'actuellement, ils vont perdre la bataille et la guerre. Ils vont la perdre. Je ne sais pas dans quelle temporalité, mais ils vont la perdre. Parce qu'en fait, tout ce qui est négatif ne peut s'accrocher durablement sur cette terre. Ce qui est négatif amène à la destruction et à la mort. Donc cette terre, et la France notamment, est le berceau de la vie. Donc ils ne pourront pas rester longtemps à parasiter le berceau de la vie. Parce qu'eux, ils incarnent enfin une forme de mort, de négation, de toutes ces choses-là. Mais comment arrive-t-il, en fait, il nous frappe de stupeur, à nous qui devenons minoritaires, parce qu'en fait, l'extrême majorité, il y a eu un travail de conscience, il y a un travail d'induction comportementale, où on a commencé tout d'abord, il y a plus de 233 ans, 234 ans, à arracher au forceps ce qui avait été le socle premier de cette civilisation française, qui est le christianisme. Donc on a arraché le Christ en fait à sa terre d'élection. Et ensuite il y a eu un travail de sape
et de dislocation de tout ce que nous sommes pendant plus de 2 siècles. Et là, nous arrivons au point d'orgue de cette dislocation, et ils jouissent, dans leur hubris, de leur toute-puissance, parce qu'en face d'eux, il y a une somme d'éléments qui sont tous absolument atomisés. Nous sommes tous, cher Mike, malheureusement atomisés, et n'avons pas réussi encore à coaguler les personnes, à coaguler les personnalités, coaguler les luttes, pour recréer en face une taille critique de réponse. Pour l'instant, ils sont dans un hégémon, ils sont une puissance hégémonique qui écrase tout sur son passage. Et ce qui est très grave, et ce que les auditeurs doivent absolument comprendre, c'est que le champ de bataille, ce sera la France. Ce ne sera pas les États-Unis. Pourquoi la France ? Parce que la France a une... Tout d'abord, est la terre d'élection du Christ, dans un premier temps. C'est considéré comme la deuxième Jérusalem. D'ailleurs, vous voyez combien, en fait, le christianisme a été pastiché, voire souillé hier soir, et combien, il y a encore quelques semaines, on affichait de façon grandiloquente et sublime des étoiles de David sur la Tour Eiffel. Vous voyez un petit peu la différence de traitement. Elle est manifeste. La France est considérée toujours comme la deuxième Jérusalem, et la France a un patrimoine spirituel, mais surtout un patrimoine métaphysique qui remonte d'ailleurs peut-être même au mégalithe, donc il y a plusieurs millénaires, qui en fait une terre à la richesse halieutique extraordinaire. La France est un véritable jardin d'Éden, tout d'abord. La France a ce passé spirituel, et surtout la France a 2 tutelles. Elle a la tutelle, bien sûr, de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en a fait la France qui porte la liberté, un message libératoire pour l'humanité. Et selon le message que porte la France, qu'il soit un message positif ou négatif, il y aura un impact sur le monde. Il y aura un impact sur le monde. La France est comme une espèce de chambre quantique d'information qui ensuite diffuse le reste de la tonalité et de la tonalité du message au reste de l'humanité. La France est importante pour cela. La France, c'est aussi donc les Francs. Gesta Dei per Francos, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu par les Francs, devenus français par le baptême. Donc la France aussi, et rappelez-vous comment nos amis chinois nous appellent, ils nous appellent les phagogènes. Phagogènes, c'est le pays du droit. Donc nous sommes porteurs de liberté, et nous sommes porteurs de ce droit qui doit théoriquement sanctuariser cette liberté. Voilà pourquoi la France est si importante. Sans compter bien sûr toutes les merveilles de la civilisation que nous avons pu apporter et qui sont toujours présentes dans notre sol, quand elles ne sont pas détruites par quelques maires ou conseillers départementaux francs-maçons qui décident de détruire des églises pour les remplacer par des piscines. Oui, on se rappelle de Madame Bachelot qui demandait à détruire l'ensemble des églises du 19e siècle, puisque pour elle, elles n'avaient plus cours. Mais dites-moi, est-ce que les Français s'en sont rendus compte ? Alors peut-être que hier, ils ont trié un peu sur le volet les gens qu'ils ont interviewés, visiblement tous, en tout cas peut-être, vous voyez que c'était des profils de Parisiens, étaient ébahis. Mais est-ce que l'ensemble de la France comprend ces attaques ? Je pense qu'il y a une France discrète, voire silencieuse, qui comprend toujours ces attaques. Et d'ailleurs, dans ces attaques, il faut qu'on mette en évidence que nos concitoyens qui sont d'autres religions, par exemple, je pense aux musulmans, la Vierge Marie et Jésus-Christ existent dans l'islam. Ce qu'ils ont vu hier, je pense... Oui, Jésus-Christ est un prophète. Oui, ce n'est qu'un prophète. Enfin, prophète dans l'islam. Ce n'est qu'un prophète dans l'islam, mais il existe. Et il n'est pas considéré comme un bandit de grand chemin, comme dans d'autres religions. Et la Vierge Marie est consacrée comme elle ne l'est pas dans d'autres religions non plus. D'accord. Ces personnes-là, même, ont dû être effarées de ce qu'ils ont vu. J'en discutais hier avec ma collaboratrice en pensant aux Africains, qui ont par exemple toujours eu dans leur prime enfance une éducation qui a été orientée sur leur langue locale, mais également sur le français. Des Africains, on va dire d'ancienne génération, qui maîtrisent parfaitement le français, bien mieux que parfois que certains Français aujourd'hui, et qui ont toujours eu un amour de la France. Dans ce qu'ils ont pu voir hier, ils se disent « mais je ne reconnais plus ce pays, je ne reconnais plus en fait cette civilisation ». Et cette civilisation française a été minée par ce régime. Et je parle vraiment du régime républicain. C'est lui qui a miné cette civilisation et qui est en train de nous amener à notre perte. Ai-je répondu à votre question ? Oui, très bien. Alors, une chose, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé justement de la cérémonie d'hier soir. Allez-y, allez sur vos claviers, envoyez des messages.
cette symbolique, moi je le dis, hein, je l'ai écrit sur Twitter hier. Bon, je voulais pas trop regarder, mais bon, je me suis dit tiens, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Et à la fin, je me suis dit, c'était la cérémonie où l'on a invoqué l'antéchrist, quoi. Il y avait voilà, tout un parterre de privilégiés qui étaient là, ébahis, qui visiblement avaient l'air d'être heureux, et dans une sorte de messe, hein, de messe satanique un peu. Et ils invoquaient l'antéchrist. Voilà, il fallait que l'antéchrist vienne au milieu, parce que voilà, mais peut-être qu'on est à cette époque, hein. Mais l'ébahissement dont vous parlez, Mike, quand vous dites tout le monde a été ébahi, c'est juste. On est ébahi par la lumière excessive qu'on nous a servie. Et qui est le porteur de lumière ? Lucifer. Ouais. C'est le porteur de lumière. Donc il porte une lumière qui nous ébahit tous et qui nous confond et qui frappe de stupeur les personnes encore alertes et averties de ce qui s'y passe. Mais c'est tragique ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette cérémonie ? Ce qui m'a le plus choqué, et d'ailleurs je ne l'ai pas vu en direct, j'ai vu en fait simplement des éléments a posteriori de la cérémonie. Ce qui m'a choqué, c'est cette somme symbolique qui a été vraiment servie. J'ai vraiment assisté en fait à un défilé ininterrompu de symboles qui sont venus en fait miner et surtout en fait essayer de détruire durablement ce que nous sommes, nous Français, à la face du monde. Déjà, j'étais déjà, on va dire, frappé par une forme de honte quand j'observais les athlètes internationaux dormir comme des chiens sur des lits en carton et être rationnés à la cantine. Donc j'étais déjà frappé de sidération par cela et de honte, mais tout ceci n'était rien face en fait au déferlement d'anti-symbolique ou de symbolique noire qui nous a assaillis toute la soirée. Et ceci au vu et au su de tout le monde. C'est vrai. Leur puissance est sans égale aujourd'hui. On peut dire aussi que les policiers, on a vu la ration qu'on reçoit de nos policiers, c'est pas bien joli. Alors, un ami nous envoie un message. Il y a deux cités qui se combattent, pas de milieu, et depuis Notre-Dame de Fatima, et encore plus depuis la consécration à son cœur, notre unique espérance et sa victoire qui est certaine. Alors dénoncer c'est très bien, et favoriser la dévotion au cœur immaculé, c'est salutaire et nécessaire. Oui, c'est salutaire d'en parler, il faut en parler. Disons que je répondais hier à des personnes qui m'interpellaient sur YouTube, différentes choses. Je leur disais, la prière, oui, est nécessaire pour retrouver une verticalité harmonieuse et solide, bien sûr. Et la prière fait reculer les démons. Mais parfois, la prière, il faut aussi la sortir d'une paire de gifles pour qu'en face de soi, les démons qui ont des faces d'humains reculent. Et on ne fait pas reculer certaines personnes juste par la prière. Il faut aussi faire preuve aussi d'incarnation. Nous sommes incarnés, donc nous devons nous battre en tant qu'êtres humains, mais êtres humains qui sont inspirés et verticalisés par la prière. Et puis il faut le dire, il faut dénoncer, parce que je vais vous dire, les gens souvent ont peur parce qu'ils se disent oui, mais si je dis que je n'ai pas aimé cette grande messe, comment mon voisin, ma famille, mes proches vont me juger? Non, il faut le dire, il faut pas avoir peur de son avis, quoi. Non, mais bien sûr. Et puis il faut bien faire la part des choses entre... Nous sommes l'une des rares civilisations qui a plus d'un millénaire, qui a plus de 16 siècles d'histoire, à avoir renié son socle religieux. Nous sommes l'une des seules. La civilisation indienne n'a pas renié son socle religieux. La civilisation chinoise n'a pas renié son socle religieux. Parce qu'ils savent en fait que ce sont les racines profondes de tout cela. Et pour répondre à votre question par rapport à nos concitoyens qui s'interrogent, dois-je dire, dois-je m'opposer ? Nous sommes tous figés, pétrifiés dans cette matière, dans ce matérialisme. Mais qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui anime en tant qu'animus cette matière ? C'est l'animus. C'est l'esprit, c'est lui qui anime. Donc si vous ne faites pas preuve de verticalité, de force, de courage, et que vous n'incarnez pas cet esprit qui peut être vertueux, et la vertu c'est aussi le courage, et un vice c'est la lâcheté, si vous incarnez une forme de lâcheté, vous incarnerez une forme de vice qui va rajouter du vice
à tout ce spectacle vicieux permanent. Donc Oui. vous devez vous verticaliser et vous devez faire preuve de courage et de résistance, dire non. Oui, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur lorsque vous dites les choses, parce que, vous savez, moi je remarque que qu'on se tait, eh ben, chacun pensant que en réalité on est tous globalement qu'on serait républicain, eh ben, chacun sort la dialectique républicaine et prend le champ lexical. Mais lorsque en face un voisin dit non, mais moi je ne suis pas d'accord, eh bien, ça crée un effet domino. Vous avez des gens qui disent ah oui, bon, en effet, si lui ose dire qu'il n'est pas d'accord, je suis pas d'accord non plus, et le voisin n'est pas d'accord, et les gens ne sont pas d'accord, et on montre une désapprobation, et une désapprobation qui devient au final majoritaire, parce qu'il faut que la majorité arrête d'être silencieuse. Je pense que c'est ça aussi notre point faible aujourd'hui en France, c'est qu'on est une majorité silencieuse dans un monde où il faut parler, où il faut dire. Après, à leur corps défendant, beaucoup de Français sont devenus silencieux parce qu'ils ont essayé, dans le passé, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils ont essayé d'incarner une forme de résistance. Et il y a une usure terrible de cette résistance qui fait aujourd'hui que le peuple français est majoritairement soumis. Et le dernier épisode que l'on connaît tous, sociétal, était les Gilets jaunes. Il y a eu un merveilleux mouvement de soulèvement qui était une résistance. Enfin, plutôt une résistance face à l'oppression, et une forme de dissidence. Mais ce n'était pas encore la résistance avec un grand R. La résistance avec un grand R, telle qu'en parlait avec des mots très, très respectueux Marie-France Garot, par exemple, qui nous a quittés. Elle ne se disait jamais résistante. Pourquoi ? Parce que la résistance, c'était quand on était dans les maquis ou sur les théâtres d'opération de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on avait pris les armes. C'était ça la vraie résistance. Donc aujourd'hui, nous sommes tous, et j'en fais partie, nous sommes tous des voix dissidentes. Nous sommes dans une forme de dissonance, de dissidence par rapport au mainstream et à tout ce qu'on nous impose. Nous ne sommes pas encore dans un véritable élan de résistance. Parce que la résistance, bien sûr, est tout d'abord, bien sûr, intellectuelle. Elle est ensuite morale, mais elle finit par les corps. C'est quand les corps résisteront à l'aune de leur réveil intellectuel et de leur réveil moral qu'ils pourront ensuite vraiment s'élancer et mettre un terme à toute cette tragédie qu'on subit. Alors, on me dit, c'est la version païenne du Puy du Fou. Tiens, oui. On pourrait dire ça ? Disons-le clairement, c'est plus qu'une version païenne parce que le paganisme, ce sont des courants très divers. Là, la symbolique était très nette, très claire, très identifiable. Ce n'est pas une symbolique païenne, c'est une symbolique luciférienne et satanique. Alors, bonjour, émission très intéressante et félicitations. Depuis Sarkozy, un coup d'accélérateur en faveur d'Israël avec une ouverture accélérée en faveur des communautés musulmanes. Mettre une étoile de David sur la Tour Eiffel, c'est souhaiter vouloir favoriser la guerre israélo-palestinienne sur nos terres ou une autre manière de détruire notre France. Oui, c'est ce que je vous citais tout à l'heure. Lors de la fête d'Hanouka, moi je n'ai aucun problème avec la fête d'Hanouka, mais pourquoi en faire une fête française primordiale ? Tous les pays ont leur tradition religieuse primordiale. La tradition religieuse primordiale de la France depuis 16 siècles et le baptême de Clovis en 496, c'est le christianisme. Et ce n'est pas un judéo-christianisme, c'est un christianisme. La France est chrétienne. Elle est certes avec des influences romaines, des influences helléniques, les grecs, des influences celtiques, des influences mégalithiques, et il y a peut-être de petites influences aussi juives, parce que le premier des juifs n'était-il pas Jésus-Christ notre Seigneur ? Donc oui, manifestement, mais la civilisation française, c'est la civilisation du Christ. Et le Christ doit redevenir roi. Quand je parle à des monarchistes qui me disent oui, tantôt c'est telle maison, tantôt c'est telle autre, légitimiste, pas légitimiste, on se bat, machin, je suis pas content. Je dis le seul roi de France, c'est le Christ. On doit tous se battre derrière la bannière du Christ roi. Point. Et ça nous réunira. Et c'est un symbole assez fort. Et si je deviens demain disciple du Christ, je peux vous garantir que c'est mon meilleur allié. Et le plus fort et le plus puissant. Tiens, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important en parlant des monarchistes. C'est la division. Comment on en sort de ça ? Parce que on n'arrive pas. Regardez, il y a eu la crise sanitaire, les gens se sont déchirés.
des gens qui ont milité ensemble pour la crise sanitaire se sont déchirés sur l'Ukraine et la Russie. Ensuite, des gens qui ont encore milité ensemble se sont déchirés sur Israël-Palestine. On nous envoie à chaque fois le spectre de la division. Comment on en sort? Comment on prend le dénominateur commun que l'on a tous entre nous et qu'on le met en avant? Toutes ces divisions procèdent d'une ingénierie qui est très bien huilée. D'une ingénierie très fine et très bien huilée qu'ils ont mis plus de 3 siècles à établir. Ils l'ont d'abord conceptualisé, ensuite ils l'ont fait avancer subrepticement par leur cheval de Troie, qui a été la franc-maçonnerie spéculative, et non pas la franc-maçonnerie opérative, qui, je le rappelle, était une franc-maçonnerie chrétienne qui bâtissait les cathédrales, qui n'était pas en train de les démolir pour les remplacer par des piscines. Voilà. Donc cette franc-maçonnerie spéculative a été le fer de lance de tous ces mondialistes qui étaient ce qu'on retrouve dans les évangiles, c'est-à-dire la synagogue de Satan. Et ce qu'en son temps, le Christ a essayé d'arracher à la Judée, et ça lui a été d'ailleurs, c'est ce qu'il a condamné sur terre. Après, il a eu la résurrection, et il est maintenant notre Seigneur permanent. Mais en tant qu'incarné à l'époque en Judée, il a essayé de combattre fermement la synagogue de Satan, qui avait en fait dévoyé l'Ancien Testament. Nous avons toujours comme socle l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Christ est revenu il y a 2000 ans pour essayer de nous rappeler l'importance de l'Ancien Testament. Donc voilà pourquoi il faut absolument le protéger, cet Ancien Testament, mais aussi le Nouveau. Il faut protéger tout cela. Parce que c'est notre bien le plus précieux pour permettre ensuite à une société d'avoir un cadre vertueux pour vivre, exister, pérenniser sur les siècles prochains. Sans cela, point de salut. Alors, bonjour. Qui ne dit mot consent, ne rien dire et on devient complice. Merci. Voilà, c'est vrai. Qui ne dit mot consent. Bien sûr. Hier, festival des minorités qui était là en majorité jusqu'à l'écœurement. Nous sommes tombés bien bas et seule la fin était respectable pour moi. Alors, je sais, la fin, c'était quoi? Ah oui, la fin, peut-être des sportifs qui ont allumé la flamme. C'est possible que ce soit. Vous avez observé que la flamme n'avait pas de côté. Non? Ah bon? Observez les torches, Ouais. les flammes olympiques, depuis toujours. Observez l'historique des flammes olympiques. Elles avaient tous une polarité, en haut, en bas. Là, la torche, vous pouvez la prendre de n'importe quel côté. Et qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout est à l'envers. Ce qui est au-dessus est en dessous. Ah, j'avais pas fait attention. Ouais. Enfin, ils ont choisi tous les détails. Ils n'ont rien loupé. Non, n'imaginez pas, avec la puissance de leur induction comportementale, que tous ces démons en herbe ne vont pas utiliser le symbole central de la flamme olympique, qui va passer ensuite de ville en ville partout en France, donc distillant sa négativité et son anti-spiritualité partout en France. Ils vont utiliser ce principe, ce prétexte, pour diffuser leur message. Mais de façon toujours très subreptice. C'était subreptice, et là, hier, c'était manifeste. Mais justement, pourquoi d'habitude, ouais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus subtils. Pourquoi ils n'ont pas été hier? Parce qu'ils ont atteint la toute-puissance. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont gagné. Ouais. Ils pensent exactement qu'ils ont gagné. Donc, ils disent maintenant, on pourrait sacrifier bientôt une personne en place publique. Les gens trouveraient ça fun. Et on serait revenu, en fait, au sacrifice pré-abrahamique. C'est-à-dire qu'on est face à une magnifique régression. Magnifique dans le sens, ils ont réussi et on subit tout cela. C'est une régression. En fait, c'est une régression sociétale. Nous sommes passés par des étapes civilisationnelles qui nous ont amenés à ce que nous étions, nous, la France, sommet. Vraiment sommet de ce que peut faire une civilisation au XVIIIe siècle. Voilà. La régression pré-abrahamique, c'est Abraham est arrivé pour dire, écoutez, l'événement Abraham, dans l'histoire des hommes, c'était on ne sacrifie plus des humains sur l'autel d'un dieu, sur l'autel de l'argent, sur l'autel de quoi que ce soit. On va commencer, on va améliorer en disant l'humanité est importante, on va se mettre plutôt à sacrifier simplement des animaux. Et puis après, on a arrêté le sacrifice des animaux. Donc ça a fait en fait une forme d'évolution sociétale qui nous a amené à ce que nous étions en fait au XVIIIe siècle. Là, nous pourrions demain sacrifier des animaux comme sacrifier des humains, ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours de façon symbolique ou réelle, parce que j'en profite ici pour apporter mon bonjour à tous ces combattants et défenseurs de l'enfance,
qui agissent actuellement contre la pédocriminalité. On peut penser, je vais en oublier, j'en suis désolé parce que il est un peu tôt ce matin, pas tôt, mais je suis pas en bonne santé aujourd'hui. Mais on pense à Morad El Hattab, par exemple, qui travaille beaucoup sur la pédocriminalité, contre la pédocriminalité. On pense aussi à Marion Sigaud, qui travaille aussi beaucoup contre la pédocriminalité. Toutes ces personnes-là. Pierre Barnérias et son film Les Survivantes. Pierre Barnérias, son film Les Survivantes. Toutes ces personnes se sont levées contre un des aspects donc de ce satanisme. Voilà. Saluons-les. Et donc, on est dans une grande régression. Et je le rappelle encore aux auditeurs, nous avons 50 000 disparitions d'enfants chaque année en France. Sur les 50 000, on en retrouve les 3/4. Nous étions encore récemment un pays avancé, civilisé, riche. Pourquoi des enfants français disparaissent, 12 000, 13 000, et ne réapparaissent jamais ? Que des enfants disparaissent dans des lieux très défavorisés. Il y a une compréhension, on va dire, politique et socio-économique. Il y a des familles qui vendent leurs enfants pour vivre. Et c'est tragique. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas en France. Donc pourquoi 13 000 disparitions ? À quoi sert-il ? Donc il y a un vrai sujet. Et je pense qu'en France, il y a du rituel. Du rituel, en fait, de sacrifice d'humains et de sacrifice d'enfants. Pour alimenter, en fait, toute cette GN et toute cette anti-spiritualité et anti-religion. J'ai reçu plusieurs des survivantes du film de Pierre Barnérias. Nous avons l'une d'elles a ses enfants enlevés par des réseaux pédocriminels. Une autre a été elle-même victime de ces réseaux pédocriminels au château de Château-Chillon. Et elle expliquait... Une résidence très appréciée de François Mitterrand. C'était là, exactement. Et elle expliquait comment elle fait partie du film, hein, comment elle devait couper des mains. Enfin, c'était... voilà, donc si vous voulez voir, je l'ai interviewé sur Géopolitique Profonde, n'hésitez pas à aller voir. Mais bon, mais on est dans une culture de mort. L'IVG dans la Constitution. On a notre bon président qui veut envoyer nos jeunes en Ukraine. Et heureusement qu'est passé par là la dissolution, puisque a été mis entre parenthèses le suicide assisté. C'est une culture de mort, la République. Nous sommes absolument dans une culture de mort. Je vous le dis, et j'insiste pour vos auditeurs, la République aurait pu être différente. Qui a été vraiment parti sur, on va dire, une démarche aristotélicienne. Malheureusement, ils ont pris la République, ils en ont fait autre chose, ils en ont fait un cheval de Troie pour nous irriguer, pardon du terme, et pour tous les auditeurs qui nous de leur merde satanique, voilà, qui déferle sur nous maintenant. Donc oui, la République accomplit un agenda morbide, mortifère, qui est en fait, par exemple, vous avez parlé de l'IVG, effectivement, pour accomplir le dessein du diable, qui est donc une anti-religion, anti-spiritualité, il faut en fait assécher, appauvrir, assécher, voire neutraliser, voire tuer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est la vie. Donc, quand on vous pousse à devenir transsexuel et qu'on vous ôte vos organes génitaux, on vous stérilise. Voilà. Quand on pratique l'IVG à outrance, en France, on est dans le meurtre, et je le dis, et je vais me faire taper dessus, et j'en ai rien à faire, parce que beaucoup de femmes qui malheureusement sont passées par l'IVG en sont ensuite traumatisées, vraiment. C'est 200 000 bébés qui meurent tous les ans. Sur 20 ans, ça fait 4 millions. Sans compter qu'au bout de 20 ans, il y aurait eu en fait ensuite un accroissement même générationnel. Ces mêmes bébés qui auraient dû naître il y a 20 ans auraient eux-mêmes peut-être des bébés 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard. Donc c'est pas 4 millions de personnes. Là, peut-être qu'on parle en tant que génocide silencieux, de génocide discret, de génocide bourgeois du peuple français, de 4, 5, 6 millions d'individus. Et comme par magie, par quoi remplace-t-on ces 4, 5, 6 millions d'individus ? Par de l'immigration à outrance. Donc j'ai rien contre les immigrés qui viennent venir ici travailler quand ils viennent pour nourrir leur famille et travailler honnêtement, aucun problème.
et qui en plus apprennent le français et se mettent à apprécier la France et voire même ensuite vouloir la protéger, aucun problème. Mais vouloir remplacer ces 5 à 6 millions de bébés disparus, morts, par de l'immigration à outrance, c'est un plan. C'est un plan très bien huilé, avec une forte logistique et des finances sans limite. Donc nous ne pourrons pas lutter à finances égales contre ces démons qui maîtrisent tout. Ces démons sont incarnés par les plus grandes firmes et multinationales financières qu'on connaît, qui d'ailleurs maîtrisent tout le cours de la politique française. Prenez par exemple BlackRock ou Vanguard. D'accord ? C'est 10 000 milliards d'actifs. 10 000 milliards d'actifs. On ne peut pas lutter contre la force financière de Vanguard. Par contre, si nous ne sommes rien en face, si en face de 10 000 milliards, il y a 0, on ne pourra rien faire. Par contre, s'il y a 1, puis 2, puis 10, puis 50, à la grâce de Dieu et à son service, oui, 100 face à 10 000 milliards, on peut mener la bataille. C'est pour ça qu'il faut parler. Plus on parle, plus on est nombreux. Moi c'est ce que je suis persuadé. Hein. Moins les gens auront peur de parler, plus ça les libérera et plus on sera une majorité active. N'ayez pas peur. Alors, des commentaires. Merci Mike, belle invitation. Ils veulent tuer une deuxième fois le Christ. N'avait-il pas chassé les marchands du temple ? La France est un musée ouvert, les marchands sont à l'affût. Versailles n'a-t-il pas été restauré par les Rockefeller ? Merci monsieur. L'interprétation de la torche à l'envers, bravo, je n'y avais pas pensé. Un bonjour à Virginie, évidemment. Merci Mike, votre émission, et de recevoir le capitaine Juvin Brunet. Un saint, nous sommes vraiment dans ce qui nous fut annoncé dans le 3e secret de Fatima, l'apostasie généralisée que nous imposent les Macron. C'est vrai, nous sommes pétrifiés. Maintenant, j'attends la réaction de nos évêques. Sinon, il faut leur écrire et mettre copie aux nonces pour que ces évêques ne nous camouflent pas ces horreurs. C'est vrai, nous sommes une dissidence, pas encore une résistance. Oui, en effet. Que pense, tiens, l'archevêché français ? Est-ce qu'on le sait ? On n'avait pas entendu. Ils sont bien muets aujourd'hui. Ils sont muets. On va patienter et observer leur communiqué sur les prochains jours. Une fois que la messe sera passée demain matin, peut-être que aussi des langues vont se délier et des pressions vont être exercées pour dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être dans la négation de ce que nous sommes. Si vous êtes les complices de la négation de ce que nous sommes, vous êtes complices. Donc il va falloir que aussi non pas que les diocèses, mais vraiment toute l'organisation, toute la hiérarchie cléricale se positionne avec force, vraiment avec force, sur ce déluge symbolique, satanique. Ils doivent se positionner. Parce que s'ils ne se positionnent pas, ils n'iront pas rencontrer Juvin ou qui que ce soit dans la rue, ni même en fait leurs fidèles. Ils iront un jour rencontrer Dieu, le Christ, et il faudra qu'ils disent pourquoi eux, en tant que chargés d'âme, ils sont chargés de nos âmes, de nous aider à cheminer ici-bas avec nos âmes. Ils ne se sont pas positionnés, ils n'ont pas pris parti, ils ne sont pas battus en première ligne avec nous. Pourquoi ? Donc moi j'appelle ici à, non pas à identifier, mais à réunir un clergé qui se battra et qui n'acceptera pas cette soumission qui n'est pas faire preuve de prudence, comme on nous le rappelle souvent dans le catholicisme. Soyez prudents, très bien, soyez doux, soyez intelligents, oui bien sûr, mais parfois aussi il faut être courageux. Parce que la prudence excessive confine à de la lâcheté. Totalement. Alors, Macron a choisi à dessein l'historien négationniste Boucheron pour nous humilier et nous nier. Sa facture s'alourdit de jour en jour. L'heure où il devra rendre des comptes approche. Il faudra alors mettre de côté nos valeurs dites chrétiennes, lesquelles, je le rappelle, ont engendré le gauchisme et le wokisme pour éradiquer la traîtrise. Attention, les valeurs catholiques, chrétiennes, sont des valeurs qui ont été progressivement édulcorées par la République pour nous faire progressivement oublier qu'il y a aussi existé un christianisme de combat. Ouais, évidemment. Déjà, il y a des croisades. Déjà. Aller dire à des Templiers qu'il ne faut pas porter le glaive, ils vont rigoler, quoi. Oui, mais ça, à partir des années 60, on a parlé de Jésus comme étant un hippie. Rappelez-vous cette chanson. Et visiblement, c'est resté ancré. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie, encore une fois, d'une induction comportementale et d'une ingénierie sociale très fine et très élaborée qui concourt, en fait, à disloquer,
à nous disloquer de notre verticalité, de notre solidité, pour nous transformer en quelque chose d'horizontal, liquide, pour ensuite qu'il n'ait aucun mur en face d'eux. Ah, beaucoup de commentaires arrivent. Bravo pour le thème de votre émission. Outre le symbolisme, ne pensez-vous pas que le spectacle d'hier est un moyen d'imposer le wokisme à tous? Continuons le combat. Non mais le wokisme n'est qu'une sous-composante de tout cela. Voilà, il faut bien comprendre, vous êtes tous abreuvés par le terme, enfin nous tous, on est tous abreuvés par le terme wokisme. C'est une stratégie simplement pour mettre la focale sur un micro-sujet. Le macro-sujet, ou plutôt le méga-sujet, c'est le sujet religieux. Et le wokisme, en fait, n'est là que pour amuser ou divertir quelques crétins qui pensent que tout est woke ou anti-woke, parce que Elon Musk a dit « Ah, je vais me battre contre le wokisme ». Mais mec, commence à te battre contre le diable et contre les démons qui s'incarnent en face de toi sur des mecs qui n'ont ni foi ni loi et qui sont prêts à sacrifier des humains sur l'autel de leur diable. Non mais c'est contre ça qu'il faut se battre. Il faut appeler un chat, quoi. Alors vous dénoncez les projets sataniques de nos décideurs, mais combien de catholiques ont voté pour ces personnes et l'Église n'a-t-elle pas indirectement demandé à voter pour ces politiques qui nous imposent aujourd'hui le transgenre et LGBT? Malheureusement, l'histoire avec un grand H, quand le vent de l'histoire aura soufflé, parce que ce vent de l'histoire va bientôt se lever et souffler très fortement, le vent de l'histoire jugera toutes ces personnes. Et le jugement n'est pas qu'immanent, le jugement est aussi terrestre et humain. Parce que si le Seigneur a beaucoup de travail, on peut aussi essayer de lui en donner un petit peu moins. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit le Seigneur qui fasse tout le boulot et attendre passivement que des gens perpètrent, pique-pendre et souillent l'ancien, le nouveau, toutes nos valeurs, l'Ancien Nouveau Testament et toutes nos valeurs et tous nos principes, au simple principe qu'il faut simplement pardonner à ses agresseurs. Mais bien sûr qu'il faut pardonner. Mais il ne faut pas leur pardonner quand ils sont en train de tendre un glaive et de vous trancher un doigt. C'est pas ça qu'il faut pardonner. Il faut les neutraliser, d'abord, et ensuite, une fois qu'ils sont neutralisés, les pardonner. Bien sûr. Disant, on t'en veut pas, tu t'es égaré, mais c'est nous qui avons le contrôle. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est aux vertueux à reprendre le contrôle. Vous ne devez pas laisser des vicieux prendre le contrôle de vos existences. Les évangiles n'ont jamais dit ça. Jamais. Alors bonjour, je vous fais confiance sur les leaders d'hier soir. J'ai refusé de regarder car catholique pratiquante, mais bon c'est marqué catho. Je n'ai pas peur de combattre ces démons en herbe, parfaitement d'accord avec vous. Merci énormément pour l'émission de ce matin. J'ose espérer que la majorité prendra conscience de ces horreurs, même les non-croyants. Je ne pense pas non plus que les musulmans soient d'accord avec ces messages sataniques. Dieu nous protège tous et nous bénisse. C'est vrai que la télé marocaine a pas mal filtré hier. J'ai appris ça. Tout à fait. Au Maroc, ils ont un roi qui est aussi commandeur des croyants, donc il a une double tutelle, à la fois temporelle et spirituelle, et je comprends que le Maroc ait voulu limiter l'accès à à ce spectacle funeste. Bonjour, super émission. L'islam n'est jamais bafoué dans leur mise en scène mortifère. Pourquoi? Alors, moi je ne souhaite pas. Moi je suis contre le droit au blasphème, donc moi je ne souhaite pas que l'islam soit blasphémé. Mais en effet, on peut se poser la question de pourquoi seulement le catholicisme? Non mais l'islam est blasphémé par toute une presse de gauche qui est payée justement pour s'attaquer frontalement à l'islam. Quand d'autres éléments de cette superstructure mondialiste, elles s'occupent de déraciner et de dévitaliser. C'est comme quand vous dévitalisez une dent, en fait. Quand vous touchez à ses racines, la dent tombe. La France, qui est une dent, va tomber parce qu'on a dévitalisé sa racine catholique, chrétienne, christique. Et donc, ils s'attaquent aux musulmans par, notamment, une presse qui les attaque. Les journalistes, souvent, on la trouille aussi parce qu'ils se disent il y a quand même eu Charlie Hebdo, donc on va pas trop s'engager là-dedans non plus. Ils ont peur de tout cela aussi, mais ils sont stipendiés, ils sont financés pour cela aussi. Voilà. Mais par contre, l'ennemi numéro 1 de tout ce système, c'est le Christ, c'est le christianisme. Ennemi numéro 1. Et ils doivent absolument l'abattre de toute leur force parce qu'ils savent que la France, en 20 ans, je dis bien en 20 ans, une fois qu'on se sera débarrassé de tous ces démons, en 20 ans, la France peut repartir. Il faut une génération.
Bonjour mon capitaine, vous avez relancé les comités de salut du peuple pour des actions salvatrices de notre peuple, de notre vrai peuple. Aujourd'hui, ces merveilleux rassemblements qui s'amplifient lentement et j'ose espérer sûrement, pourraient laisser malheureusement par manque de regard lointain, d'intelligence collective, libre cours à des conflits d'ego, d'orgueil. Pour vous mon capitaine, comment réussir à embrasser ce regard lointain ? C'est exactement le problème auquel nous sommes tous confrontés, et moi le premier. C'est-à-dire, avant d'être dans la moindre démarche collective, il faut d'abord avoir fait sa petite guerre personnelle. C'est-à-dire avoir déterminé ce que nous sommes, avoir déterminé quelles sont nos qualités, nos défauts, reconnaître avec humilité et honnêteté quand nous sommes animés parfois par des élans vicieux, parce que nous sommes tous, notre existence terrestre, et balloté, comme je vous disais en début d'émission, entre vice et vertu. Mais simplement, il faut simplement le reconnaître pour justement pardonner tout cela. Et j'invite tous les membres, et je les salue tous parce que j'ai beaucoup d'affection pour tous ces concitoyens très courageux qui se sont réunis partout en France pour monter les comités de salut du peuple partout. Ils seront la dorsale. Ils seront une dorsale importante pour tenir la charge quand on pourrait assister à une dislocation de ce pays, avec des scènes dramatiques comme des exodes, différentes choses. On pourrait assister à tout cela. Ils seront cette dorsale sur laquelle je m'appuierai et j'ai besoin d'eux. Mais effectivement, pour être cette dorsale, il faut qu'ils arrivent à évacuer leur ego exacerbé. L'ego, c'est important, c'est l'incarnation, c'est l'identité, aucun problème. Mais l'exacerbation de l'ego, moi-même personnellement, ça, c'est pas bon. Et ça en fait, ça obère toute initiative collective, et c'est que dans le collectif qu'on va s'en sortir, mais pas le collectif horizontal, tout le monde pareil, il n'y a pas une tête qui dépasse, c'est pas ça. On a tous des identités différentes. C'est le collectif de la juste place. J'insiste là-dessus. Le collectif de la juste place. Quel est ton talent ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Eh bien, prends parmi nous cette juste place de ce que tu sais faire, et tu seras reconnu en tant que tel par ton talent. N'enterre pas ton talent, vous connaissez la parabole des talents, mais surtout ce talent, mets-le à contribution, mets-le à la disposition des autres. Et je finirai là-dessus, pour se sauver soi-même, il faut sauver les autres. Et c'est en sauvant les autres d'abord qu'on se sauve soi-même. Et si on arrive à établir une démarche qui soit vraiment positive, vertueuse, ascendante, de sauver d'abord l'autre que soi, nier son confort personnel, nier sa petite existence pour se dire aujourd'hui, ok, j'ai une souffrance, j'ai une douleur, je suis pas bien, mais je vais dépasser cette douleur, je vais dépasser cette souffrance, je vais dépasser en fait ma petite vie pour aller aider quelqu'un en face de moi. Eh bien, parfois, bien sûr, cette initiative peut être frustrée, peut être déçue, parce que la personne ne vous renvoie pas ça. Mais si on le fait tous de façon collective, après, ça recrée en fait un mouvement ascendant et collectif de la juste place. Et on a tous besoin les uns des autres. Et je le rappelle ici, pour les comités de salut du peuple, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des anciens comme des jeunes. Nous avons besoin des anciens combattants comme des jeunes combattants. On a besoin de paysans. On a besoin d'artisans. On a besoin de soignants. On a besoin d'enseignants. On a besoin de tout le monde. Parce que demain, il faudra faire face à tous les besoins possibles. Et c'est pour cela que j'ai lancé il y a 3 ans les comités de salut du peuple. Alors, on va en parler tout de suite, mais avant ça, le bobino. Tenez Radio Courtoisie pour qu'il y ait toutes les semaines des émissions comme les nôtres, pour que nous continuions à être un média libre, qu'il n'y ait pas de publicité, qu'il n'y ait pas d'annonceurs, mais que cette radio soit essentiellement la vôtre. Alors, les comités du salut du peuple, voilà, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une association au début 1901 qui a été montée et qui s'appelait Comité de salut public. Donc je dois vous le dire à chacun. Parce qu'il y a 3 ans, je n'étais pas encore arrivé à ces réflexions. Donc je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'en vouloir à qui que ce soit, qu'il ait 50 ans, 30 ans, 20 ans, de ne pas avoir compris où nous en sommes. Parce que moi-même, il y a 3 ans, il y a des choses que je n'avais pas compris. Et j'en apprends tous les jours. Et je comprends toujours mieux tous les jours ce qui se passe. Donc, cette initiative des comités de salut du peuple est une association 1901 qui a été montée en septembre, enfin précisément en janvier 2022, mais déjà on avait démarré ad hoc en septembre 2021, après les manifestations de juillet et août 2021 à Toulon, qui étaient des manifestations citoyennes où le magma brûlant de la colère était sorti dans les rues, et je m'y suis brûlé les mains d'ailleurs,
parce que c'était épuisant d'y être et d'animer tout cela. Mais en même temps, dans ce magma, il y avait la promesse justement de la fertilité. Parce que vous savez bien que quand le magma passe, ensuite, la terre repousse et elle est très fertile. Eh bien, ce magma brûlant de la colère, peut-être un jour, va laisser la place à une extraordinaire fertilité en France. Les CSP, Comité de salut du peuple, CSP, sont d'inspiration non pas robespierriste, colonne infernale, vendémiaire et génocide vendéen, pas du tout. Elles étaient plutôt d'inspiration en fait gaullienne. Quand en fait le général de Gaulle avait lancé les comités de salut public en Corse et en Algérie en 58, avant ensuite que le pouvoir, enfin le métapouvoir on va dire, pas la 4ème République, parce que Coty n'était qu'un président de République, de 4ème République, parlementariste. Derrière, en coulisses, il y a le métapouvoir. Et ce métapouvoir, c'était bien sûr les Américains derrière, et encore derrière, les oligarchies, qui étaient déjà là à l'époque. D'accord ? Quand De Gaulle a tiré cette carte du Comité de salut public en 1958, c'était aussi pour envoyer un message très fort aux Américains en disant « Attention, il y a un premier facteur de la révolution, il y a 3 facteurs pour une révolution. C'est comme ça que moi je la théorise, personnellement. Donc, premier facteur, il faut une émotion populaire très forte. Il y avait eu une émotion populaire très forte, stimulée, inventée en 89. C'est-à-dire que déjà à l'époque, les francs-maçons avaient épuisé les greniers à blé, ils avaient vidé pour provoquer en fait la colère du peuple. Émotion populaire. Il y a eu une émotion populaire en 1940, quand l'armée française s'est effondrée. Grande émotion populaire qui était la peur, et qui a amené ensuite le régime de Vichy. Il y a eu une grande émotion populaire en 58. On est en pleine décolonisation, on a perdu la guerre d'Indochine, on est en train de perdre la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui se passe ? Où sommes-nous ? Qu'est-ce que la France ? Grande émotion populaire. Facteur numéro 1. Facteur numéro 2, l'organisation. Et ça, De Gaulle l'avait bien compris. Ils avaient déjà une organisation qui était celle des résistants. Alors, communistes ou gaullistes, mais on va dire gaullistes. Les gaullistes étaient une organisation très puissante, très serrée, parce que leurs liens avaient été tissés dans la guerre. Donc en 58, les réseaux gaullistes étaient très actifs, même malgré les 12 ans de traversée du désert du général de Gaulle entre 46 et 58, les réseaux étaient très forts. Donc De Gaulle a senti cette émotion populaire très forte en 58, donc il y avait une très grande instabilité gouvernementale, comme aujourd'hui on peut l'observer. Il y avait, deuxième facteur, une organisation derrière capable de tirer les ficelles et de s'organiser pour dire il y a une réponse, une riposte à apporter à tout ça. Et enfin, il fallait une figure tutélaire. Il y a eu une figure tutélaire en 1940. Le grand vainqueur de Verdun, qui était Pétain, a été rappelé. Pourquoi ? Parce qu'il allait cristalliser en fait sur sa personne, en tant que figure tutélaire, un possible futur. Qui était la figure tutélaire en 58 ? De Gaulle. Parce qu'il avait été le libérateur en 45. Vous voyez ? Le problème qui se pose là, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de figure tutélaire. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Oui, parce qu'il n'y a pas les circonstances. C'est-à-dire que les circonstances créent l'homme. Et c'est exactement ça. Donc, à chaque période, ses épreuves. Et à chaque période, ses ressources. Et à chaque période, le même courage. Parce qu'il faudra faire preuve du même courage. Quelle pourrait être la circonstance aujourd'hui ? Un effondrement de la France. Un effondrement de la France. Quand on parle, alors, je voudrais qu'on soit précis là-dessus, parce que quand on parle d'effondrement, moi j'ai souvent utilisé ce mot, faillite, effondrement, etc., ou chaos peut-être. Eh ben, les gens, parce qu'ils sont quand même forgés et influencés par Hollywood, faut pas croire, par Hollywood, par le cinéma, par la publicité, par toutes ces choses. Eh ben, eux voient Mad Max avec Mel Gibson, Mad Max 2, ou Mel Gibson avec ses bidons d'essence attaqués par des types avec des lances. Oui, parce que ça a été tourné dans le Nevada, Mad Max. C'est pour ça, donc il y a un désert. Voilà. Mais les gens voient ça en fait. C'est une grande richesse halieutique. Mais les gens voient ça. Comme lorsqu'on parle de la Révolution, ils voient les films des années 60-70 sur la Révolution, alors que c'était pas totalement ça. Comment vous l'imaginez cet effondrement ? L'exemple de la Nouvelle-Calédonie est très intéressant et devrait être très perturbante pour tous nos concitoyens parce qu'à l'heure à laquelle on parle, il y a toujours autant de problèmes en Nouvelle-Calédonie. Il y a des territoires qui sont coupés. Il y a des territoires qui sont en état de sécession de fait en Nouvelle-Calédonie. La plupart des commerces qui ont brûlé, ils ont tué en fait le poumon économique calédonien. Au moins 50% des commerces ne s'en relèveront pas. Et donc la Calédonie, je pense, est un merveilleux champ d'expérimentation macronien et de dislocation de ce que nous sommes.
ils ont, je pense, bien observé ce qui s'y passe. N'oubliez pas que les mondialistes sont des personnes, certes, abjectes, mais qui sont extraordinairement méthodiques, organisées, financées, logistiques. Quand ils ont déferlé avec ce qui nous est arrivé entre 2020 et 2021, l'épisode sanitaire, ils avaient déjà eu un coup d'essai il y a 10 ans. Donc ils ont mis plus de 20 ans à préparer leur coup. Donc, ce qui me désespère parfois dans les élans de nos concitoyens, c'est qu'ils ont une vue à très court terme. Pourquoi ? Parce qu'on a, excusez-moi du terme, ce putain de téléphone dans la main, qui en fait nous envoie des vidéos, du TikTok, machin, de la pub en permanence, et qui en fait transforme dans notre esprit et change en fait la temporalité de notre esprit. Mais ils ne comprennent pas que ces gens-là, et que d'ailleurs toutes les entreprises à succès dans le monde, se font sur le temps long. Sur le temps long. La logistique fine. Les mondialistes ont 300 ans de travail. Ça fait 3 siècles qu'ils travaillent dessus. Et ça fait 80 ans qui se préparent et qui s'organisent pour tout cela. Mais aujourd'hui, la dissidence aussi se prépare. Vous-même, vous vous préparez. Et je le vois avec les comités du salut du peuple. Entre, par exemple, la réunion que j'ai eu la chance d'animer de Reims et celle l'année dernière de Toulon, il y a eu au moins 3 fois plus de monde. Et là, vous faites bientôt une grande réunion aussi. Une grande messe. Une grande messe, même, si on peut dire, à 15, 16 et 17 août. Bah, tiens, racontez-nous. Eh bien, j'ai été un petit peu forcé, je les en remercie, parce que c'est par mes propres membres, en fait, qui m'ont dit « Est-ce qu'on fait un congrès cette année ?» Et je leur disais « Écoutez, je suis vraiment pas sûr, parce que l'agenda est vraiment contre nous. Je ne suis pas certain que nous ayons le temps d'organiser tout cela en septembre ou en octobre. Si on le fait, il faut le faire maximum en août. Parce que les guerres mondiales apprécient beaucoup les mois d'août et les mois de septembre, pour démarrer. Et nous sommes déjà dans une guerre mondiale à feu lent, avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine. C'est des guerres mondiales à feu lent, c'est des foyers qui ont été allumés, des foyers destructeurs. Donc, ce qui nous pend au nez, je pense, c'est une dégradation de nos conditions, des conditions géopolitiques qui vont aller vers un affrontement. Et pour revenir donc au congrès, donc les membres m'ont pressé de faire ce congrès, donc j'ai accepté parce que je suis aussi au service des autres. Les gens ne sont pas à mon service, ils sont à mon service et je suis au leur. C'est ça, la juste place et le collectif. Donc les 15, 16 et 17 août, ça va se passer au château de Pessy, château de Beaulieu, en Seine-et-Marne, dans la commune de Pessy, 77. Et nous allons pendant 3 jours réunir tous les comités de salut du peuple. Donc c'est un événement organisé par le CSP, un événement privé. Nous nous réservons le droit de faire entrer ou non les personnes, c'est un événement associatif. Donc je dis ça aussi pour les personnes de la métastructure administrative qui nous écouteront et essaieront de mettre des bâtons dans les roues à ce qu'on fait. Ces 3 jours sont placés de façon très claire sous les auspices de la Vierge Marie. Si on l'a planté le 15 août, c'est en respect et pour commémorer la Vierge Marie sous ses auspices. Donc nous commencerons par une procession catholique de 9h à 10h le matin, le 15 août. Donc tous les catholiques ou non catholiques qui veulent venir y participer et apporter le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leurs prières, le meilleur de leurs intentions, qui se joignent à nous, ce sera un grand plaisir. Et ensuite, à partir de 10h, nous ouvrons le congrès pendant 3 jours. Compétition sportive, individuelle ou en équipe. D'ailleurs, j'ai commis une vidéo hier où on me filmait en train de faire un parcours d'obstacles où je me suis brisé la cheville. Donc je suis là avec vous ce matin, mais j'ai la cheville en sale état. Voilà. Donc compétition sportive, compétition de vidéastes. On appelle aussi les talents des vidéastes à venir en fait montrer de quoi ils sont capables, parce que nous faisons des appels aussi à compétences et on veut voir ces compétences à travers une compétition. Il y a également une grande compétition de hack, de piratage numérique. Donc on va demander à que des hackers viennent sur le site et piratent nos propres systèmes pour tester en fait nos propres systèmes, pour voir s'ils sont poreux ou pas à des attaques. Nous allons également avoir des dîners débats. Alors il y aura bien sûr le docteur Tiffaine Pinsol, le premier soir, qui nous parlera d'un sujet radioactif, atomique, qui est la spike, la protéine spike, qui est une protéine qui a été militarisée pour en fait une arme biologique. Donc on va en parler le premier soir. Elle en a parlé ici, là, sur ces plateaux, avec moi-même, il y a 2 semaines. Donc vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Courtoisie.
Et donc ça, c'est le premier soir avec Tiffaine Pinsol. Deuxième soir, Marion Sigou, bien sûr, historienne, qui va nous livrer avec parfois ça croustille, hein, avec Marion Sigou. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes. Hein. Donc ce qu'elle a compris et ce qu'elle a décrypté, ce qu'elle va nous transmettre de ce qu'était en fait dans les faits une véritable démocratie paysanne avant 1789. En fait, elle a existé. Et la révolution bourgeoise est venue sur cette démocratie paysanne naissante pour la détruire. Et regardez maintenant dans quel état déplorable sont nos paysans. 2 siècles plus tard. Le miracle est passé. Il n'y a pas eu de miracle en fait. Et la France était en train en fait d'accomplir un miracle à l'époque. Il lui fallait encore quelques années. Voilà. Et nous l'aurions accompli. Mais malheureusement, la corruption avait agi et même les élites monarchiques avaient été parfaitement corrompues et s'étaient détournées en fait du devoir christique. Voilà. Parce que n'oubliez pas que le roi de France devait être et doit être toujours dans le futur le lieu tenant de Christ. Tenir le lieu sur terre pour les puissances spirituelles supérieures et notamment pour Jésus-Christ notre Seigneur. Le seul roi de France, c'est le Christ. Et derrière, il n'y a pas un roi de France, il y a un lieutenant de Christ à rappeler. Et enfin, le troisième soir, j'en ai eu sa confirmation hier soir et je suis très heureux de l'annoncer. Nous aurons un monument de la politique et de la compréhension politique française qui est Paul-Marie Couteau, qui nous fera l'honneur de nous rejoindre le samedi. Donc 17 août. Donc 15 août, c'est Tiffaine Pinsol, docteur Tiffaine Pinsol. Le 16 août, c'est Marion Sigou, historienne. Et enfin, le 17 août, c'est Paul-Marie Couteau, qui, je pense, a compris, écumé, écrémé tout ce qui se passe de la vie politique française depuis 50 ans. Il a tout vu, il a tout compris, il a assisté à tout. Et on a besoin de ces lumières pour l'après. Parce que le thème sera « Comment sauver la France ?» Alors, vous attendez combien de personnes, sachant que à Reims, il y avait déjà du monde, je crois, 300 ou 400. On était 4 à 500, oui. Et Parce que Castex, celui dont on a oublié le nom maintenant. Ouais. Voilà. Donc maintenant il y a une casse-tête. Maintenant il y a une casse-tête qui sort du Front populaire. Ouais, c'est autre chose. Hein. C'est pas la même. Donc le Castex de l'époque, dont on a oublié le nom, nous avait en fait pondu un petit avertissement sanitaire une semaine avant le congrès. Donc du coup de 700 places, on était descendu à 500. Bref. J'étais même obligé je sais pas comment j'ai fait pour venir, parce que j'étais venu en train. Un miracle. Et normalement il fallait avoir un pass et moi j'avais pas de pass. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à venir. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Et donc le deuxième congrès a été difficile à organiser parce que je sortais de prison et j'avais encore un bracelet au pied. Et donc on a organisé un congrès avec 600 personnes qui étaient venues me soutenir, donc vraiment des gens extraordinaires. Et là, aujourd'hui, nous attendons... il peut y avoir un bon millier de personnes qui va venir. Ouais, on peut tourner autour de ça. Je pense à 300, 400, 500 personnes jour. C'est sur 3 jours. Donc les gens vont pouvoir en profiter. En fait, ils vont pouvoir se poser dans un lieu magnifique. Déjà, c'est un château très beau, avec des jardins à la française, village d'exposants. On va faire un village des exposants pour tous ceux qui pratiquent la résilience au quotidien. Résilience dans l'eau, résilience alimentaire, résilience dans l'énergie. Toutes les résiliences. Qui sont en fait ces résiliences la base de la résistance future. Sans logistique, sans finance, sans résilience, pas de résistance. C'est pas possible. Alors, comment s'y inscrire ? S'y inscrire très simplement en allant sur www.comitédesalitdupeuple.fr, comitédesalitdupeuple.fr, et là, il y a l'onglet donc 3e CNC, Congrès national citoyen, 3e CNC, et là, les personnes pourront voir toute la documentation, la billetterie, le programme. Ils pourront venir avec leur camping-car, s'ils veulent. On a prévu un terrain pour les accueillir, en camping-car sur le domaine. Ils pourront venir avec leurs tentes, s'ils veulent. On a même prévu un espace pour les tentes, donc ils pourront venir également. Et enfin, s'ils veulent ensuite, il y a une somme de gîtes et d'hôtels dans tout 77, entre Provins et Fontainebleau, qui leur permettront aussi de trouver de quoi se loger pour ces 3 journées. Oui, parce que c'est important, ces grandes messes sont importantes. C'est important de réunir les gens, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul, c'est important de se parler, c'est important aussi de se former. De se former. Alors, il y aura des ateliers d'initiation, de formation, bien sûr, au cours de la journée. Donc, un programme très riche qu'on étoffe tous les jours. On va encore l'étoffer. Le programme qui est actuellement en ligne est un programme de base qu'on va ensuite encore redéployer. J'appelle d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment de villages et de villes. Nous avons des chapelles politiques, des chapelles culturelles, des chapelles religieuses. On a toutes ces chapelles. Donc j'appelle en fait, notre événement n'est pas exclusif. Nous respectons l'identité de chacun.
Vous avez des militants UPR, des militants patriotes, vous avez des soignants, vous avez toutes sortes de profils. S'ils veulent constituer leur équipe et participer aux compétitions sportives, ils sont les bienvenus. Venez, vous êtes soignant, faites votre équipe et venez. Vous êtes chez les Patriotes, je n'en apprécie pas du tout le président et ils le savent, mais restez chez les Patriotes, il n'y a aucun problème, mais venez concourir. Et on va se rencontrer, et on va discuter. Vous êtes chez l'UPR de François Asselineau, venez, montez une équipe UPR, et puis faites une petite compétition entre nous, puis c'est sympa, c'est bon enfant, et ça permet en fait de décloisonner. On en parlait durant l'émission, tout est atomisé, cloisonné. On peut chacun garder son identité. Moi, je suis UPR, moi, je suis patriote, moi, je suis Juvingue, moi, je suis Tartampion, aucun problème. Mais par moment, il faut des grands-messes collectives, et nous n'avons plus ces grands-messes collectives. Et regardez, on fait cette émission le lendemain des Jeux Olympiques. Ce n'est pas une grand-messe, une grande liesse collective. Il n'y a aucune joie, il n'y a aucune fierté. Donc, l'anti-Jeux Olympiques, c'est le Congrès national citoyen, les 15, 16 et 17 août, à Pécy, en 77. Et ce qui est important aussi, c'est parfois, et je trouve que c'est intéressant de mettre des compétitions sportives et des choses un peu amusantes, parce que c'est important pour les esprits de sortir un peu du marasme essentiellement. Je pense qu'on réfléchit trop, on est trop dans le brouillard, on va dire. On est trop assis, on est beaucoup trop assis. Il faut qu'on se lève. On discute beaucoup trop de nos malheurs, on n'essaie pas de les solutionner. Et pour les solutionner, il faut se mettre debout. Tout simplement. Ou alors s'asseoir en priant, pourquoi pas. Mais une fois que vous êtes assis et que vous avez prié, ou à genoux vous avez prié, vous savez en vous relevant ce que vous avez à faire. La prière, ça sert à se verticaliser, s'aligner, pour ensuite agir de la bonne façon. Mais c'est pas juste la prière. Il faut agir. C'est évident. Voilà. Et bon, évidemment, on participe à cet événement dans le 77, dans le château de Pécy. P-E-C-Y. Mais si par exemple je voudrais m'inscrire au comité du salut du peuple pour être un militant, qu'est-ce que je peux y faire en tant que militant à ces comités ? Alors en fait, vous n'allez pas militer, vous allez œuvrer. Œuvrer pour votre prochain. Si vous voulez vous sauver, sauvez les autres d'abord. C'est dans les comités de salut du peuple qu'on doit d'abord apprendre à sauver soi-même en sauvant les autres, en donnant de sa personne, en donnant de son temps, de son énergie, un peu d'argent, pas beaucoup, mais surtout temps et énergie. C'est surtout ça qu'on demande. La construction financière a été faite sur une autre structure que nous avons, qui est la foncière financière libre. Ça, c'est autre chose. Mais qui permet d'alimenter ensuite les initiatives des CSP. Demain, les CSP, qui ont des collectifs forts, durs, d'au moins 20 membres, avec de la confiance, de la fidélité, de la loyauté, les uns avec les autres, parce que ce que je déplore en fait actuellement dans le réseau, c'est que les gens ont beaucoup de fidélité et de loyauté vis-à-vis de moi. Bon, ok, c'est très gentil, mais j'attends avant tout qu'ils aient de la fidélité et de la loyauté les uns envers les autres. C'est surtout ça. Il faut qu'ils recréent des liens horizontaux forts pour se servir les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ce que je regrette un peu. Mais malgré tout, le réseau est là. Il a tenu dans l'épreuve. Il a tenu dans l'épreuve de mon incarcération. Il a tenu dans l'épreuve de la paupérisation de la France. Là, il y a une paupérisation terrible. Tiendra-t-il dans l'épreuve de la guerre civile qui pourrait arriver ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour affronter une épreuve, il faut s'y préparer. Et il faut s'entraîner pour ça. Et moi, je ne me suis pas entraîné hier pour le parcours d'obstacles, donc je me suis brisé la cheville. Vous voyez ? Justement, donc, ces problèmes que vous avez eus, c'est derrière vous ? Les problèmes judiciaires sont toujours d'actualité, pour une raison très simple. Eh bien, c'est que le temps de la justice, parfois, peut être très long, rapide. Ouais. Non, il peut être très rapide. Ah oui, parfois. C'est vrai. C'est-à-dire, quand, en fait, il y a un problème avec Brigitte Macron ou le fils Sarkozy, on retrouve vite le scooter. Le scooter du fils Sarkozy, on l'a retrouvé en 24 heures, hein, d'accord ? Vous pouvez chercher votre bagnole pendant 3 ans, hein, d'accord ? Voilà. Donc, la justice peut être excessivement rapide et parfois excessivement lente quand il s'agit, en fait, de ralentir un mouvement et de neutraliser sa tête, moi en l'occurrence. J'avais quand même vu un revirement chez la procureure générale. Son premier réquisitoire était, elle était comme animée par les flammes de l'enfer en disant que j'étais le dernier des criminels, et le dernier des escrocs, et le dernier de tout. Et puis 1 an plus tard, une fois la prison passée, une fois que la justice a pris le temps, après l'injonction politique, parce que la justice a reçu des injonctions politiques d'agir. Donc les gens sont en garde à vous, ils agissent. Qu'ils soient procureurs ou pas, ils agissent. Ils sont sur ordre, vous voyez ? 1 an plus tard, la même procureure générale avait changé de ton en disant « Mais finalement, ce que vous faites avec les CSP, c'est pas mal en fait. » quoi. Parce que les gens avaient pris le temps de voir le livre blanc,
de l'étudier. Ils avaient pris le temps de voir ce qu'on veut faire tous ensemble. On veut faire de la démocratie participative et directe, mais pas juste pour s'asseoir en disant je vote pour implanter telle et telle chose à tel endroit. Non, je vote pour agir. Je vote pour créer des projets. Je vote pour gérer ces projets. On a des projets de ferme qui sont en cours là, de déploiement. On a des projets d'épicerie solidaire. On a tous ces projets-là qui vont être en fait l'âme qui va animer ces projets. Ce sont justement tous les citoyens français qui sont dans les CSP. Et d'ailleurs, il y a même des citoyens étrangers. Il y a des citoyens francophones, suisses, des citoyens francophones, belges, canadiens qui m'ont dit « Vous pouvez pas nous faire un livre blanc international ?» Parce qu'on aimerait en fait rejoindre les CSP, mais avec une structure internationale, parce que on aime la France en fait. Et pourquoi ils aiment la France ? Pour tout ce que nous sommes en termes de civilisation, bien sûr, mais parce qu'on partage la même langue. Et cette langue est un schème cérébral puissant qui nous unit, qui nous lie. Donc ce message, c'est un message aussi d'amitié à tous ceux qui pratiquent le français à travers la Terre, sur le globe, qu'ils soient africains, qu'ils soient canadiens, américains, sud-américains, asiatiques, russes, partout sur Terre. Il y a des gens qui sont liés de façon affective avec cet outil et cette arme qui est extraordinaire, qui est la langue française. C'est-à-dire qu'au CSP, ce ne sont pas que des militants de partis politiques, ce sont aussi avant tout des acteurs du quotidien. Je leur interdis, j'interdis au CSP de faire la promotion de Juvingue et du parti qu'on a à côté s'appelle le Peuple de France. Je leur interdis. Je leur dis, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour coller les affiches. Vous n'êtes pas là pour distribuer des flyers de Juvingue à la gloire de Juvingue. On s'en fout de tout ça. Ou de Philippot, ou d'Asselineau. On s'en fout. Ce qui va vous sauver, c'est ce que vous allez réussir à refaire entre vous, maintenant. C'est ça qui vous sauver. Et il faut passer de l'image homme providentiel ou femme providentielle à celui de peuple providentiel. Il faut qu'on passe de ce schéma-là pernicieux de l'homme providentiel. Il faut toujours une figure tutélaire, bien sûr. Mais il faut aussi le peuple providentiel. Et bonne nouvelle, ce peuple providentiel existe toujours. Il est toujours là, il est vivant. Il n'est pas encore debout, il n'est pas encore en mouvement, mais peut-être ça ne saurait tarder. C'est-à-dire que vous avez encore espoir qu'il y ait une flamme à l'intérieur des gens qui continue à briller. La flamme est toujours dans leur cœur. La flamme est toujours dans leur esprit, toujours dans leur cœur. Maintenant, il manque à ce que les corps se dressent et s'allient et se battent pour gagner. 15, 16, 17 août au château du Plessis. On y vient à partir de quoi ? De 9h ? Alors 9h, c'est la procession catholique, le matin. Tout le monde est le bienvenu. Mais il faut simplement respecter le rituel catholique qu'on va demander, simplement. Donc il y a une petite chapelle magnifique. Il y a un petit chemin donc, processionnel, très sympa. Et ensuite, à partir de 10h, c'est ouvert à tout public. Donc vous pouvez venir avec vos enfants. Les enfants qui ont moins de 16 ans, mineurs de 16 ans, c'est gratuit pour eux. Si un enfant de 16 ans, 17 ans veut participer à une compétition sportive, il peut le faire, mais sous le contrôle de ses parents ou avec son tuteur légal, aucun problème. Et ensuite, voilà, ça ouvre à 10h le matin et ça finit à minuit. C'est-à-dire que toute la journée, il y a village des exposants, il y a rôtisserie, cochon grillé, plein de choses sympathiques. On va en faire un village d'exposants, un village gastronomique, on va tout faire, une belle scène, on va monter. Et le soir, chanteur, également donc dîner-débat avec ces 3 invités dont je vous ai parlé. Et à la fin, on finit par une petite soirée dansante parce qu'il faut rester dans la joie. Donc entre 22h et minuit. Et après minuit, extinction des feux. Plus de sport, plus d'exposition et un peu moins de blabla, on va dire, et d'intervenants. On garde pourquoi ça, tiens ? On garde un peu de spéculatif, on garde un peu de spécularé parce que nous avons un esprit. Donc on fait un dîner-débat, bien sûr, et on peut faire quelques thématiques, mais on doit bien comprendre qu'on est fait de matière d'esprit. Voilà. On est fait de matière et d'esprit. Donc il faut aussi qu'on fasse du bûcheronnage. Donc on va avoir une compétition pour les bûcherons. Et il y aura des prix à gagner. Il y aura des prix à gagner très intéressants pour les vidéastes, des prix à gagner très intéressants pour les pirates, les hackers informatiques. Il y aura des prix très intéressants à gagner pour les équipes. Tout cela, en fait, va vous être proposé et déjà sur le site internet. Donc on peut déjà s'y inscrire. Ouais. Dès aujourd'hui sur le site, comment ça s'appelle ? Comitédesalutdupeuple.fr. Donc voilà, inscrivez-vous 15, 16, 17 août. Voilà, si vous êtes en France, vous allez au château du Plessis. C'est mieux que Disneyland et c'est mieux. Ah, mais bien sûr, c'est beaucoup mieux que Disneyland. Hein. Enfin, moi, je vous conseille pas d'aller à Disneyland. C'est à ne pas conseiller.
Donc en tout cas, je suis très content qu'il y ait ces 3 jours et je pense que c'est important. Voilà, c'est important que les gens se rencontrent. Vous n'êtes pas seuls. Et voyez-vous les uns les autres. On a voulu vous enfermer. Voilà, l'État, le système, les mondialiseurs, appelez-le comme vous voulez, ont voulu enfermer les gens, cloisonner les gens ou laisser les gens entre 4 murs à regarder le téléphone portable ou des Netflix, des séries Netflix essentiellement. Là, il faut rencontrer les gens, il faut se parler, il faut se voir, il faut se toucher, il faut faire des choses. Et puis, des amitiés aussi peuvent se créer. Briser les murs. Ils vous ont mis dans des murs mentaux. En fait, c'est des murs mentaux en fait, dans lesquels nous sommes. Moi, je suis de telle chapelle, moi, je suis de telle obédience, moi, je suis de tel truc. Il y a des murs mentaux qui nous empêchent de nous voir, en fait. Après, la structure est puissante en dessous, attention. Hein. Même si on arrive à briser les murs, ça ne va pas suffire. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui me disent oui, vous comprenez, on est tous frères, on est tous amis, t'as galette soin de soin, et voilà, c'est Winnie l'ourson, quoi. Enfin, non, ça marche pas, quoi. Il faut briser les murs, mais il faut bien comprendre qu'en face, on a des ennemis qui veulent nous neutraliser, nous tuer. Donc, ça va pas simplement, on va pas simplement les faire reculer avec un bouquet de fleurs. Ça marche pas. Ça, c'est Woodstock, et ça marche pas. Tous les Woodstock et les Trotsky et les autres sont devenus capitalistes 40 ans plus tard. Donc là, non, il faut s'organiser pour une autre société. Quelle est la société souhaitable dans laquelle nous souhaitons vivre? Laquelle? Celle qui prendra le meilleur de ce que nous fûmes jadis, notre passé, mais réinventé, mais sans renier ce passé. Parce que dans le passé, il y avait des clés de compréhension, il y avait des clés symboliques, il y avait des clés existentielles. Ces clés existentielles sont importantes, mais elles nous permettront un jour de créer une société souhaitable, j'en suis certain. Et puis, il faut savoir aussi une chose, lorsque physiquement on a des déboires, lorsqu'on a fait des choses ensemble, lorsqu'on a vécu des choses ensemble, eh ben, les liens sont indéfectibles. Ils sont beaucoup plus forts. Mais bien sûr, ils sont indéfectibles et à vie. Ils sont à vie, ces liens. Il faut se dire les choses. Il y a des liens qui se tissent à vie, mais sachez que les épreuves sont permanentes. Et parfois, on a pu voir, et c'est une grande tristesse, j'ai pu voir des personnes se battre avec courage et au dernier moment, en fait, eh bien, s'effondrer, moralement. Et virer leur cutie et se dire maintenant, je vais dans le sens du système parce que j'ai 3 enfants à nourrir et j'ai un crédit à payer. Mais je dis à ces gens-là, ces 3 enfants, vous allez pouvoir les nourrir pendant encore 6 mois ou 12 mois. Mais ensuite, vous allez les nourrir pourquoi? Pour que ça crée de la chair à canon pour l'Ukraine. Vous allez les nourrir pour qu'ils aient un diplôme et qu'ils soient au chômage. Vous allez les nourrir pourquoi, ces enfants-là? Donc, réfléchissez bien sur la portée existentielle de ce que vous faites. Dans quelle société souhaitable voulez-vous qu'ils vivent un jour? Si vous voulez qu'ils vivent dans une société de spectacle et en même temps de prison et d'essence satanique, laissez faire, restez assis. Si vous voulez qu'ils vivent autre chose, levez-vous et battez-vous. Bonjour, savez-vous que dans les programmes scolaires 2024-2025, il sera donné aux enfants un enseignement sur le transgenrisme? La cible n'est-elle pas l'enfant à accepter par la formation cette idéologie mortifère d'évolution des mœurs? C'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à maîtriser et soumettre les anciens et les adultes, leur dernière étape et dernière cible, c'est l'enfance. Une fois qu'ils auront soumis l'enfance à un dogme, leur dogme, qu'ils l'auront conditionné, cette enfance-là sera parfaitement à leurs ordres. Elle leur sera en fait soumise. Et nous ne serons plus sous la moindre forme de liberté parce que ces mêmes enfants n'auront pas en fait reçu les enseignements leur permettant de comprendre déjà qui ils sont, matière et esprit, qui ils sont en tant qu'humains, qui ils sont en tant que citoyens et qui ils sont en tant que Français. Autant de strates en fait identitaires qui permettent en fait ensuite de verticaliser une personne. Parce qu'on ne peut pas être debout s'il manque une vertèbre. Et il faut autant de vertèbres. La vertèbre éducative familiale, il faut la vertèbre citoyenne, civique, et à la fin la vertèbre nationale. Voilà, nous sommes aussi une nation. Auparavant, nous étions des peuples. Il n'y avait pas un peuple français. Il y avait des peuples de France, qui ont été ensuite fondus dans ce qu'on a appelé le peuple français. Oui, il faut repartir de ce peuple français. Mais même ce peuple français qui était le suprême achèvement des réflexions en disant
il y avait les peuples de France, et on les a fondus, on les a dominés et soumis pour qu'ils soient un seul peuple français. Maintenant, alors qu'ils en sont arrivés à cet objectif depuis maintenant 2 siècles, ils sont en train maintenant de vouloir dissoudre le peuple de France. Pourquoi ? Pour ensuite des micro-chapelles. C'est le diabolos. Diabolos en grec, c'est la division. Donc sortez du diable, sortez de son piège. Et les enfants sont évidemment les bienvenus les 15, Oui, 16 bien sûr. et 17 août. Il y aura Ils sortiront du TikTok. Il y aura des jeux pour enfants. Allez, quel tiens. Ouais, on aura des jeux gonflables pour les enfants, en bas âge et en âge moyen. Et puis ensuite, eh bien, il y aura des activités d'adresse. Archerie, arbalète, lancer de couteau, lancer de hache, des choses un peu plus, on va dire, Des trucs sympas. un peu plus sympa, un peu plus réel, un peu plus. J'ai pas envie de dire viril parce qu'il faut pas être viril pour tenir un arc, quoiqu'une hache, oui, quand même un petit peu. Mais bon, c'est des choses un peu sur l'adresse, sur des parcours découvertes, parcours évasion, ce qu'on appelle maintenant les escape games. Oui, en fait, en français, c'est un jeu d'évasion. Voilà. Donc, on aura aussi des jeux d'évasion. C'est-à-dire que c'est des souvenirs que peuvent se faire vos enfants. Ah oui, des souvenirs, et puis surtout se dire, tiens, on a participé à une grande messe collective où c'était pas poussiéreux. Tout le monde y a trouvé en fait ce qu'il pouvait chercher. Il cherchait du débat, il l'a trouvé. Il cherchait du sport, il l'a trouvé. Il cherchait de l'animation, il l'a trouvé. Il cherchait un marché pour faire ses courses, il l'a trouvé. Il cherchait de quoi boire un coup avec une belle musique d'ambiance, il l'a trouvé. Bref, tout ceci est en train d'être organisé par mes équipes sur le 77. Et ils cherchaient aussi un peu de nature, et j'imagine que c'est entouré de nature aussi. C'est un château avec un parc et un bois et un jardin à la française qu'on a un petit peu valorisé. C'est magnifique. Vraiment, c'est un très très bel endroit avec une ferme, bien sûr, parce que c'est pas que le château. Depuis 6 mois, on a travaillé pour soutenir les paysans. Sur place, on a un fermier qui a ce château et qui est membre du CSP, que je salue, Yves, vraiment, c'est une belle personne. Je l'étais encore hier avec lui en train de décharger le matériel de scène, ouais, pour tout vous dire. Et on soutient aussi les paysans. Donc en fait, les paysans qu'on a soutenus depuis 6 mois, avec la cagnotte de la résistance agricole, certains paysans vont venir là au congrès et on va les voir. Et on va se retrouver. Donc il y en a un qu'on avait soutenu dans le Nord, Jean-Baptiste, que je ne cite pas le nom pour pas qu'il soit en difficulté, mais Jean-Baptiste, il va revenir avec ses produits. Une autre personne, Robin, qui vient d'une ferme pas loin entre Mâcon et Bourg-en-Bresse, va venir aussi avec ses produits. Julien va venir aussi avec sa viande charolaise. Toutes ces choses-là, c'est ça qui est fantastique. Oui. Arriver en fait à réunir en fait et décloisonner et mettre sur plusieurs niveaux, vous voyez quoi. On aura des paysans, des artisans. Il n'y a pas de profil particulier au CSP. Il y a un peu tous les profils, il y a un peu toute la France en fait. Il n'y a que des Français et des amoureux de la France. Parce que beaucoup de personnes qui sont belges, suisses, canadiennes, québécoises, africaines, machin, aiment la France et ils ont envie d'y participer. Ils sont les bienvenus. Voilà. Ils aiment la France, ils veulent que la France revive. J'ai envie de dire bienvenue. Donc 15, 16, 17 août, Château du Paissy en Seine-et-Marne. Si vous n'êtes pas en vacances, si vous n'êtes pas parti je ne sais où, venez quoi, non ? Exactement, venez. Vous n'avez plus qu'à venir. Si vous voulez conjurer et exorciser les Olympiades sataniques, venez au Congrès national citoyen sous les auspices de la Vierge Marie. Tiens, dernière question. Allez, parce que quand même des questions d'auditeurs qui affluent et j'ai pas posé énormément de questions aujourd'hui. Bonjour, Macron gouverne par la division en introduisant des variables de diverses composantes de la société française. Ne pensez-vous pas que ça finira par une guerre civile entre les deux communautés principales, les mouvements progressistes et sataniques et les mouvements conservateurs loyalistes ? Macron et toute sa clique cherchent à nous provoquer. Il ne faut surtout pas qu'on réponde à la provocation. En tout cas, on ne peut pas répondre à la provocation sans avoir d'organisation préalable. Les gens qui vont se précipiter et répondre à la provocation, d'une façon ou d'une autre, vont se planter. Parce que pour mener une action, quelle qu'elle soit, une action légitime, légale, politique, médiatique, quoi que ce soit, regardez ce beau studio, vous arrivez à porter un message parce que vous avez des moyens logistiques et financiers qui vous aident à porter ce message. C'est pareil pour tout type d'action. Il faut une organisation préalable. Sans organisation, point de salut. Donc, ne pas répondre à la provocation. Par contre, cette colère que vous avez en vous, c'est une colère qui peut vous consumer, mais c'est une colère aussi qui peut en fait devenir la sainte colère. Cette sainte colère en fait qui vous fait vous relever,
qui vous fait vous organiser de façon patiente et discrète. Et donc cette sainte colère, en fait, qui est le meilleur des carburants et qui vous permettra, en fait, de nous réunir. Nous allons nous réunir, en fait, sur un objectif commun. Mettre un terme aux agissements perfides et obscènes et mortifères de toute cette clique, qui n'est pas qu'une clique républicaine, qui est une clique républicaine d'affichage, mais diligentée derrière par des puissances, non pas, comme certains vous voudraient le dire, c'est le lobby israélien, c'est juif, il y a encore quelque chose derrière. Donc intéressez-vous à ce qu'il y a vraiment dans les coulisses. Et dans les coulisses, c'est le grand Satan. Merci à vous, mon capitaine Juvin Brunet. 15, 16, 17 août, le château du Pécy. Le site, on va reciter le site. www.comitédesalutdupeuple.fr. Voilà, vous y allez, ou sinon Google, Comité du Salut du Peuple. En tout cas, voilà, je vous invite tous à y aller. Merci. Merci à vous d'avoir été si nombreux. J'ai eu énormément de commentaires. Je n'ai pas pu malheureusement les lire. Merci à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.